les découvreurs, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. Je suis en compagnie de Véronique Noquet. Bonjour Véronique Bonjour. et bienvenue dans le Merci. podcast des découvreurs. Oui, Euh, merci. et du coup, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. D'accord. Donc, mon nom est Véronique Noquet. Je suis originaire de Poitiers. J'ai vécu la plupart de mes années d'études à Paris et mes années professionnelles, où en fait, je m'occupais des implantations commerciales de toutes les enseignes, quelles qu'elles soient, en luxe, en moyenne gamme et voilà. Donc, je cherchais pour le compte des entreprises, des enseignes, des emplacements numéro un dans les centres-villes de toute la France, également à l'international. Voilà. Et récemment, donc il y a un an, j'ai décidé d'arrêter ce métier que j'exerçais depuis presque 30 ans pour m'installer à Uzès dans le Gard afin d'y réaliser un beau projet. Voilà. Magnifique ville, Uzès, d'ailleurs, c'est très joli. Oui, Et tout par à fait. rapport à ce projet, dites-nous en plus, du coup, parce que changement radical, radical de vie après 30 années, on va dire, de continuité. C'est ça. En fait, à l'origine de ce projet, il y a un rêve d'adolescente que j'ai décidé finalement de réaliser. C'est un rêve que j'ai eu en découvrant les Alpilles alors que j'avais 18 ans. Et j'avais très envie d'investir dans un lieu historique. J'ai toujours aimé l'architecture et les vieilles pierres. Et je voulais y réaliser un projet commercial qui consisterait à réunir plusieurs activités différentes et qui seraient en fait unies par des passerelles esthétiques, donc à la fois en art, en mode et en décoration. Donc j'ai j'ai eu ce rêve très précis, assez curieusement. Ah, c'est très clair Euh, comme vision. ah oui, 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 tout à fait. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse des paysages des Alpilles. Et donc, j'ai gardé secrètement cette idée en tête, mais que voilà, que j'ai enfouie et que finalement j'ai décidé de réveiller après tant d'années. Et voilà, donc c'est après 30 ans d'expérience dans la transaction de commerce, donc à la fois en France et à l'international, mais aussi, je dirais, à la suite d'un constat face à l'évolution du commerce et de ces tendances que j'ai décidé de réaliser comme une sorte d'exercice personnel et en fait, plutôt en réaction face à la standardisation, de toutes ces enseignes, si vous voulez, qu'on retrouve un petit peu partout, à la fois, dans les centres commerciaux et les centres-villes. C'est vrai qu'on a tendance à retrouver toujours les mêmes enseignes et je trouve ça un petit peu dommage et surtout, ce qui contribue un petit peu à l'essoufflement, du commerce et le deuxième constat, si vous voulez, de cette, standardisation, eh bien, elle émane, du fait qu'on retrouve, partout, les mêmes choses et je dirais que j'avais envie de casser les codes. C'est ce que je vais vous, peut-être développer tout à l'heure. Mais j'avais vraiment envie, si vous voulez, de m'amuser à cet exercice, et puis de me servir de cette opportunité pour présenter les savoir-faire français. Voilà, j'ai toujours aimé les belles choses, le beau de façon générale, et je me suis dit, mais ce serait intéressant aujourd'hui, je pense qu'il est temps voilà, de mettre en lumière les savoir-faire français, les talents et aussi les hommes qui sont derrière pour justement réintroduire l'humain et surtout valoriser les activités créatives et manuelles. Donc voilà quel était le constat de départ. Voilà, donc j'ai décidé de créer en fait un projet autour de l'art de vivre à la française. Alors c'est une petite provocation gentille à l'usage des Français qui sont souvent, enfin disons que cette expression art de vivre à la française a souvent plus de résonance aux oreilles des étrangers qu'aux Français Tout eux-mêmes. à fait, tout à fait. Et,
Et du coup, ça, il y a en fait, il y a une petite connotation désuète à l'oreille des Français, et j'ai voulu justement jouer là-dessus. Voilà. Donc c'est en tout cas l'ensemble de ces constats qui a réveillé mon aptitude à anticiper les tendances avec cette envie de réaliser cet exercice et d'inventer comme une sorte de commerce idéal de demain. Voilà, ni plus ni moins. C'est un tour complet. Avant de poursuivre là, sur la valorisation des talents et de l'art hein, que vous abordiez, je voulais revenir sur le fait que vous soyez passé à l'action. Au bout de 30 ans, vous disiez j'ai réveillé mon rêve, je crois tout à l'heure, je crois que c'est la formule que vous avez employée. Comment après 30 ans, où vous étiez peut-être plus conseil et à l'extérieur de l'action, entre guillemets, en tout cas l'action commerciale pure et dure, vous vous êtes lancé? Comment on se décide après 30 ans? Eh bien justement, c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand vous êtes à l'extérieur et que vous êtes conseil extérieur finalement de l'ensemble du marché, vous avez une vision extrêmement globale. Ce d'autant plus que je travaillais à la fois pour des enseignes de luxe, vous voyez, rue Saint-Honoré à Paris, que pour des enseignes, beaucoup plus, mass market, populaires, dans des petites villes, et dans des rues, plus populaires parisiennes et également à l'international. Donc c'est grâce, si vous voulez, à cette vision d'ensemble que j'ai pu, me faire une idée des positionnements marketing, et avec les plus et les moins. Ça veut dire que étant moi-même exigeante et en même temps, très, pas fashion victime, mais, très à l'écoute, très, dans l'attente de ce qui me semblerait, être l'idéal en matière à la fois des produits, mais aussi des présentations. Donc j'ai toujours eu un œil un petit peu critique, mais dans le bon sens des choses. Enfin, c'est pas négatif, hein, mais un œil en tout cas alerte. Voilà, va-t-on dire. Et donc tout ça, si vous voulez, ça m'a nourri pendant 30 ans. Et j'ai été rachetée en fait par mon fonds de commerce a été racheté par un énorme groupe qui est le plus grand groupe américain d'immobilier commercial qui s'appelle JLL, Johnson LaSalle, et qui m'avait proposé la direction du département transactions commerce sur toute la France. Et donc j'ai pu, si vous voulez, à cette occasion, après quasiment, enfin 25 ans d'indépendance, hein, j'avais mon propre cabinet, mais donc j'ai pu toucher à des sujets d'évolution de centre-ville avec des gros programmes, vous voyez, d'extension de centre-ville ou bien de réhabilitation de sites historiques, voilà, comme le Grand Hôtel du à Lyon, etc. Enfin, ou à Bordeaux, une extension du port. Bref. Et donc tout ça m'a amené à une approche vraiment globale, vous voyez, du commerce. Hmm. Et c'est ce constat qui m'a amené à me dire: «Mais j'ai envie de me faire plaisir», parce que j'avais l'impression quand même d'en avoir fait un petit peu le tour. Et comme le commerce, vit une période difficile après cette succession, enfin surtout à Paris bien évidemment, hein, de problèmes exogènes comme, beh, les grèves, les gilets jaunes, le covid, et cetera et cetera. Donc qui ont contribué, si vous voulez, à cet essoufflement du commerce. Je me suis dit: «Beh, c'est le moment justement de peut-être prendre un peu de recul et d'essayer justement, vous savez, c'est souvent dans les périodes les plus difficiles, que idéalement, eh bien, vous pouvez rebondir sur, des projets totalement innovants et même si ça peut paraître un petit peu fou, pour moi, cette période difficile me semblait être tout à fait appropriée pour changer radicalement de vie. Et ce qui est très amusant, c'est qu'étant toujours à Paris, j'ai ouvert ma carte de France et j'ai étudié ma carte de France pendant 2 mois, attentivement, en me posant la question: «Quel serait le lieu idéal en France pour accueillir un projet qui tournerait autour du thème de l'art de vivre à la française?» Et Alors donc là, à Uzès, ils doivent être sacrément touchés là. alors là, je vous assure que je n'hésite pas à raconter cette petite anecdote parce que rien, si vous voulez, ne m'attachait particulièrement à Uzès, hein, il y a des régions de France qui sont fabuleuses, et cetera, et pour tout un tas de raisons, en faisant, si vous voulez, l'exercice de l'entonnoir,
Je suis arrivée à pointer le doigt sur Uzès au bout de 2 mois en me disant: «Ce sera là et nulle part ailleurs» et on est quand même dans une petite ville de 8 500 habitants, vous voyez? Donc c'est tout petit, c'est une toute petite ville mais qui est comme une sorte de perle au milieu d'une nature extrêmement diversifiée. C'est-à-dire au nord, vous avez les Cévennes avec ses montagnes, avec sa rudesse, vous voyez, et un climat beaucoup plus froid qu'ici, qu'à Uzès. Et juste au sud, vous avez donc la Camargue. Rien de commun entre ces deux milieux naturels, et pourtant, voilà, et on se situe au milieu de ces zones extraordinaires, naturelles extraordinaires. Et donc pour moi, en fait, c'était, le symbole de la mixité parfaite entre nature et culture. Et pourquoi? Parce que c'est une petite ville qui a été, en 1965, restaurée à la suite de la loi Malraux et de façon très, très homogène, ce qui fait que vous n'avez pas de, excusez-moi de l'expression, mais de verrues, de fausses notes dans cette ville. Et vous avez vraiment une architecture qui est très homogène, magnifique. Il n'y a pas de fausses notes. Il y a une vraie Et donc, harmonie. voilà, il y a une harmonie extraordinaire et surtout avec une proximité immédiate de la nature, c'est-à-dire qu'à 5 minutes en bas de chez moi, j'ai la rivière et j'ai pas trop de zones commerciales polluantes comme dans la plupart des villes françaises, pas trop de panneaux publicitaires, etc., etc. Donc pour tout un tas de raisons, et puis la proximité des gares TGV, etc. Enfin, je ne vais pas vous énumérer quels étaient l'ensemble de mes arguments, mais en tout Méfiez-vous, cas, on va tous venir s'installer à Uzès, hein, méfiez-vous. alors c'est un petit peu le risque parce que figurez-vous que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de personnes en ce moment qui quittent un milieu urbain pour s'installer ici. C'est vraiment très amusant. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait quand même certaines limites, que tous les Parisiens ne débarquent pas non plus à Uzès parce qu'on va avoir un problème de logement. Je voudrais revenir à cet aspect de valorisation des talents dont on parlait tout à l'heure, et nos auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais c'est un fil conducteur de votre parcours, et je reviens, alors ça va pas nous rajeunir, hein. Moi j'avais 1 an notamment. En 89, vous aviez créé une association donc du nom Les Parisiens, qui faisait la promotion déjà des jeunes créateurs dans l'univers de la mode et du design. Donc, le fil conducteur de votre carrière, j'ose pas dire de votre existence, j'ai l'impression, a été de mettre en avant les autres et leur créativité, leur capacité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je suis une vraie contemplative. Mais je suis une contemplative active. Donc, ça veut dire que j'adore m'entourer de ce qui est beau et voilà, j'admire les talents des autres. Je pense que j'ai une vraie aptitude dans la création de projets. Et de ce fait, je trouve très intéressant d'aider à valoriser en fait les autres parce que souvent les artistes et les artisans ne savent pas trop communiquer ou voyez, se valoriser et trouver l'endroit, le lieu pour être représentés. Et j'ai toujours trouvé intéressant justement de penser à cette mutualisation, vous voyez, d'une sorte de mise en scène un petit peu éclectique, mais tout en ayant, comme je le disais tout au début, une passerelle esthétique. C'est-à-dire que je m'amuse beaucoup avec des thématiques, changeantes, enfin là, je viens juste d'ouvrir il y a un peu plus d'un mois, le lieu dans une église, au sein d'une église, mais c'est vrai que j'ai toujours eu, cette envie voilà, de servir, le talent des autres. Voilà, c'est comme ça. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose dont j'ai pu me rendre compte avec d'autres métiers manuels notamment, mais dans tout ce que ça a d'honorifique, hein, du terme. Et il y a pas mal de professions, ou en tout cas à la base, les gens préfèrent être jugés sur la valeur de ce qu'ils apportent, leur création, et ne savent pas forcément en parler, ou en tout cas ne sont pas confortables à en parler. Et dans notre monde où la communication prime, hein, sur quasiment tout, on a l'impression que le faire savoir
est limite plus important que le savoir-faire. Alors sans pour Mmh. autant dire qu'on est entouré de charlatans, hein, pas du tout, mais des gens très talentueux, ne s'attardant pas à la communication de ce qu'ils font, ben, peuvent un peu passer sous les radars et c'est là que vous entrez en scène. C'est ça, c'est exactement ça. Et quelle mise en scène! C'est-à-dire que ce qui m'amuse, c'est, vraiment c'est pour ça que je cherchais un lieu complètement, atypique et historique, qui, créait en fait un effet spectaculaire, pour abriter justement, ces talents français, essentiellement. Et c'est pour ça que dès lors que j'ai identifié, la ville, d'Uzès, pour moi c'était presque un jeu d'enfant puisque c'était un peu l'ADN de mon métier d'origine, de prospecter un lieu Ouais, c'est ça. commercial. Et donc, c'est pour cela que j'ai identifié en fait une église, désacralisée. Elle est désacralisée depuis très longtemps, donc je n'ai pas, modifié sa vocation. Et de ce fait d'avoir, plus de 300 m² en rez-de-chaussée développés avec, des voûtes, vous voyez, qui datent de l'époque, gothique, pour, certaines et d'autres plus récentes en plein cintre. Mais, ça a été vraiment, pour moi, essentiel d'avoir, comme une espèce de scène de théâtre parce que j'ai tout de suite anticipé qu'aujourd'hui le commerce, exige, d'abord, c'est le théâtre d'une expérience aujourd'hui Oui, tout à qui fait. doit Le être, physique, c'est clé dans voilà, qui l'expérience. doit être voilà, qui doit être complété par le digital. Donc ça, c'est extrêmement important et en plus, de créer un lieu d'événementiel et c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, que je faisais l'exercice du commerce idéal, eh bien, je me suis amusée à créer un nouveau format qui est un format complètement hybride, à mi-chemin entre la boutique, c'est-à-dire, on est quand même là pour vendre, hein, parce que il faut bien qu'on on arrive à vivre tous. Heu, la galerie, dans le sens où en fait, c'est un vrai parti pris esthétique. Donc, c'est vrai que je ne présente que, une sélection, si vous voulez, de talents que j'aime. Donc, voilà, le format, hybride entre la boutique et la galerie et le troisième format du lieu événementiel puisqu'on va accueillir, des événements comme, des conférences, je vais inviter des photographes naturalistes à venir partager leur expérience qui sont extrêmement riches, auprès des visiteurs, voyez? On va avoir, même, quelques concerts, et puis, là prochainement, on va réaliser une exposition de grands designers avec des pièces, heu, vraiment, uniques ou épuisées. Voyez? Donc, on essaie vraiment de réinventer, le format, standard. Voilà. Donc présenter le savoir-faire et comme vous le disiez très bien, en fait, ce qui anime, et dynamise la communication, c'est précisément le fait de changer de thématique régulièrement, via l'événementiel. Vous voyez? C'est-à-dire on ne s'endort jamais. Ouais, c'est Voilà, un lieu vivant et j'ai l'impression que vous c'est voulez ça, quasiment, enfin, vous en faites un lieu vivant c'est parce ça. que c'est un lieu de vie, avec le Voilà. passage tant pour Mmh. finalement la boutique et le côté événement, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors ce qui est vraiment touchant presque, c'est que les gens, on a beaucoup de visiteurs, les gens adorent, à la fois le lieu et le concept, enfin, qu'on a mis en scène. Et alors ce qui est très touchant, c'est que je pense avoir atteint mon objectif puisque l'objectif, c'était d'en faire un lieu de vie, comme vous disiez très bien à l'instant. Et du coup, les gens restent, ils s'installent et ils discutent. Donc ils prennent leur temps et donc, vous voyez, je voulais vraiment, casser, tous les codes, connus jusqu'à maintenant, donc ça, on pourrait aussi le développer un petit peu plus ensemble. Mais en fait, voilà, c'est vraiment de casser les codes et faire en sorte que les gens se sentent bien et aient envie de prendre le temps de déjà découvrir, les,
les artisans et les artistes. Et c'est pour cela que j'ai fait une scénographie qui est assez proche de celle d'un musée. Quand tout à l'heure je vous parlais de format hybride, j'ai oublié le clin d'œil au musée et à la scénographie du musée, puisque pour chaque artisan et artiste, on a des panneaux d'explication qui présentent un petit peu qui ils sont, leur esthétique, pour que les gens justement puissent par eux-mêmes satisfaire leur curiosité. C'est très intéressant et ça me fait sourire parce que vous parlez de la scénographie du musée, on est loin, là la première comparaison qui me vient c'est la fast fashion où vous voyez les prix en gros pour vite faire votre choix, vite aller à tel ou tel article et vite consommer, vite sortir et que le suivant rentre vite aussi, quoi. Mais c'était exactement, vous avez là enchaîné merveilleusement sur la transition que je voulais donner, c'est-à-dire que dans l'énumération des codes que l'on souhaite casser, eh bien il y a justement celui-ci, c'est-à-dire d'aller vraiment vers moins de production, qui ne soit pas lié au rythme infernal des collections et d'allier plutôt vers des essentiels. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. On parlait de l'art de vivre à la française tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est au final? Alors, l'art de vivre à la française, alors déjà c'est un clin d'œil à, je dirais à la fois le patrimoine matériel et immatériel. C'est-à-dire que quand on parle de l'art de vivre, on pense aussi bien, si vous voulez, à je dirais à l'époque de Louis XIV, parce que finalement, on va dire que le summum de l'art de vivre à la française s'est développé avec Louis XIV, quand vous savez, il avait fait appel aux artistes du monde entier. Il avait commandité des personnes autour de lui pour soit faire venir des artistes du monde entier, soit s'inspirer, pour ne pas dire copier, des techniques, voilà, des savoir-faire partout dans le monde, notamment en Italie, mais aussi en Asie, etc. Et donc, il avait, dans l'objectif évidemment d'établir son rayonnement absolu dans le monde entier, hein, Louis XIV, le roi Soleil, hein, on se souvient tous de son appellation. Et donc, le roi Soleil, c'était cela, c'était vraiment rayonner de façon artistique, culturellement. Et donc, pour cela, il y a eu une accélération effectivement des apprentissages de savoir-faire. Voilà, donc il ne faut pas oublier cela. Ce que je veux dire par là, c'est que l'art du vivre à la française, il ne faut pas être chauvin. C'est avant tout une ouverture d'esprit au monde. Voilà, Un ça je pense que syncrétisme artistique et au niveau de la compétence. exactement. Donc ça me paraît très important de le souligner. Et puis après, il y a eu effectivement cet apogée au XVIIIe siècle qu'on appelait le siècle des Lumières, avec effectivement ce patrimoine matériel qui a rayonné dans toute la France via l'architecture, via l'art, etc. Mais surtout, ce qui me semble encore presque plus important, c'est le patrimoine immatériel, puisque quand on parle du siècle des Lumières, mais aussi de l'esprit français, Oui. et on fait référence aussi à ce mélange de sens critique et presque vous voyez, d'impertinence presque, qui est justement l'héritage des Lumières. Vous savez, il y avait cette tradition des salons. Et finalement, ces salons littéraires ou politiques ou tout simplement culturels ou frivoles, Oui, ça pouvait le faire aussi. voilà, eh bien, c'était quand même on va dire, foisonnement d'intelligence qui passait à travers le langage. Et donc, que ça soit au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on a eu quand même, vous voyez, entre La Fontaine, Molière et d'autres, on a vraiment été Voltaire et d'autres
on a vraiment eu une période de richesse culturelle qui fait justement référence à ce patrimoine immatériel. Donc voilà, moi j'aime bien ce sens critique. Voilà, l'esprit français, c'est vraiment ce mélange un petit peu de sens critique et d'héritage des Lumières. Voilà. Donc c'est cela. Et puis c'est également la valorisation de la transmission. Donc quand on parle de l'art du vivre à la française, ben, les clichés, hein, parce que ce sont quand même des clichés, c'est la couture, c'est la haute couture, c'est la gastronomie, vous voyez, c'est toutes ces traditions du luxe qui se sont développées dans tous les domaines. Voilà, donc c'est un peu l'image d'Épinal que l'on se fait de l'art de vivre à la française et qui perdure encore aujourd'hui, mais qui a plus de résonance, encore une fois, auprès des étrangers. Ils adorent les Américains, les Anglais, les Japonais, enfin les Chinois nous envient cet art de vivre à la française. Donc, plutôt que d'être dans le déni, eh bien, soyons positifs et essayons voilà, de travailler sur cette transmission culturelle et voyez, plutôt que de rester dans le déni. Ce qui est intéressant, c'est que là, la démarche, elle est quasiment de passer à travers le regard des autres et cette admiration qu'ils ont pour notre patrimoine immatériel et matériel, pour finalement nous le retrouver, nous le réapproprier et en être fiers, hein, tout simplement, parce il y a de quoi. Tout à fait. Et alors justement, en fait, là, ce sur quoi on s'attache, c'est le sans couture entre la tradition et le présent et l'avenir, et qui inclut les nouvelles technologies. Donc, j'ai des céramistes, je représente des céramistes de talent, et dont l'une travaille avec une impression 3D, et c'est absolument étonnant parce que vous voyez, elle est autant mathématicienne que céramiste dans la mesure où elle intègre des chiffres pour reproduire en fait un mouvement. Elle travaille beaucoup sur la danse, le mouvement, l'équilibre, la notion d'équilibre. Et de ce fait, elle se fait aider de cette machine 3D, c'est extraordinaire. Et elle apporte sa patte personnelle. Donc voilà, on aime beaucoup travailler sur le sans couture entre cette tradition et les nouvelles technologies. Et puis le sans couture aussi entre les univers différents. Ça veut dire que, vous voyez, par exemple, en ce moment, je représente des photographes naturalistes. Et j'ai sélectionné ces photographes parce qu'ils sont tous dirigés vers le pictural. Ce qui veut dire que quand vous voyez les photos qu'on représente, vous avez l'impression que ce sont des tableaux de peinture d'abstraction. Incroyable. Et les trois quarts de mes visiteurs sont bluffés quand on leur dit qu'il s'agit de photographie et non pas de tableau de peinture déjà. Donc on aime bien travailler, voyez, aussi sur ce côté sans frontières, sans couture, et puis entre l'artisanat et l'art, parce que les frontières sont vraiment très ténues. Et voyez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup de talent, eh bien, entre un vase ou une tasse à café, je pense à quelqu'un qui fait de la calligraphie euh, que je représente là également, eh bien, et un énorme volume qui est une vraie pièce de musée, eh bien finalement, voyez, la différence est infime. Donc, on parle là de sculpture d'art. C'est pas, on n'est pas dans la poterie Basique, on va dire. basique, voilà. Donc, on aime bien travailler aussi là-dessus. Par rapport à cet art de vivre à la française, et je repense à cette notion d'impertinence dont vous parliez tout à l'heure, sens critique, ce goût aussi pour les belles et les bonnes choses, donc on parlait de l'intellect, des plaisirs de la chair également. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est encore transmis et surtout, qui a la responsabilité de le transmettre? Enfin, est-ce que c'est les parents, l'école, nos politiques? Enfin, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors, c'est une excellente question. Prenez votre temps,
Non, mais en fait, disons que les réponses se bousculent un peu parce que le constat que je viens de faire là, depuis quelques mois, c'est que j'ai fait donc dans le cadre de mon sourcing, de l'identification des partenaires avec lesquels j'ai envie de travailler, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont 70 ans, qui ont un savoir-faire incroyable, mais qui souffrent du manque de transmission. C'est-à-dire que il faut compter quelquefois, allez, minimum entre 3 et 5 ans pour former un jeune qui pourrait prendre la relève. Et donc, a priori en France, on manque encore beaucoup d'écoles spécialisées, des métiers d'art. Donc, c'est très compliqué. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est on souffre aujourd'hui de cette espèce des décennies passées pendant lesquelles on a mis au rebut les métiers manuels au profit, si vous voulez, de métiers dits intellectuels ou en tout cas, voyez, de service. Oui, votre deuxième point expliquant le premier d'ailleurs. Enfin, Voilà, exactement, exactement. Aujourd'hui, on en souffre beaucoup parce que, et alors en plus c'est très intéressant parce que vous avez beaucoup de gens qui réagissent après cette période de Covid. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question tout à fait, oui. voilà, leur vie, leur façon de vivre et justement qui travaillent souvent dans les bureaux. Et il y a eu un effet un peu de rejet de cela et je vois autour de moi beaucoup de gens qui, se- qui abandonnent ces métiers de bureau tertiaires pour se convertir à des métiers manuels. Alors, Ce qui est drôle, c'est que évidemment, souvent, ils vont parler aussi de métiers avec plus de sens pour eux. Enfin, je vous laisse poursuivre, mais oui, c'est ça. Non, mais tout à fait. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a besoin d'introduire de la valeur, de l'humain, du sens à ce que l'on fait. Et c'est vrai on sent qu'il y a un revirement en ce moment et des gens qui fuient aussi l'urbanisation aussi à grande échelle et qui recherchent peut-être des métiers effectivement plus manuels. Mais voilà, c'est juste des prémices qui sont intéressants, mais voilà, c'est vraiment des balbutiements. et dans les Mm. métiers manuels, et là je vais revenir sur une notion que là aussi on a abordée très brièvement tout à l'heure, c'est cette notion de lenteur et de prendre le temps. Vous disiez pour former un jeune, il va falloir grand minimum 5 ans. Je parle même pas du nombre d'années pour perfectionner son art, sa technique. Finalement, les métiers du tertiaire, beaucoup d'entre eux, en quelques semaines, on peut y être formé, donc à tort ou à raison, hein, on n'est pas là pour Mhm, juger, mais mhm. finalement, les métiers manuels et a fortiori artistiques ont cette dimension et c'est peut-être quelque chose aussi qu'on recherche à nouveau, cette évolution lente qu'on a un peu perdue. Mais totalement, totalement. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est directement lié effectivement à la qualité de vie. Je voulais juste faire un tout petit raccord à ce que je disais tout à l'heure, là, par rapport à ces personnes âgées que j'ai pu rencontrer. Il faut quand même le dire au passage, vous avez des métiers qui meurent. Vous avez des vrais savoir-faire entiers qui meurent de cela. Voilà, je voulais quand même rajouter cette petite remarque parce que ça fait de la peine, parce que voilà, là au moment où je vous parle, j'ai 2 amphores en face de moi en terre cuite qui sont faites par un monsieur d'Anduze. Il y a une vraie tradition. Mais la réalisation des patines qu'il arrivait à obtenir, comme si elles sortaient tout droit du XVIIIe siècle,
personne ne sait le faire comme lui. Et donc, par manque de relève, il y a quand même des métiers qui meurent. Voilà, donc pour revenir au thème de la lenteur, je pense que les gens ont besoin aussi de faire rupture par rapport à l'emballement qu'on a connu ces dernières années, qui était surtout, on a connu un véritable excès dans les années 80. Donc c'est vrai que depuis, on entend souvent parler de burn-out, de gens qui se consument dans leur travail, qui ne les épanouissent plus. Et on a besoin de ressentir le temps qui passe. Et ça me fait penser à un livre de Milan Kundera qui s'appelle La lenteur d'ailleurs, et qui lui-même s'était inspiré de la lenteur, et dont c'est un petit peu la philosophie. On gagne en vitesse, mais on perd en proportion au bonheur et au plaisir. Tout ça, ça fait directement référence à l'appauvrissement culturel de notre époque. Bon, ça fait un petit peu, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais c'est juste une Non, réalité. non, Il y a oui. quand même un, voilà, donc le fait de se rapprocher de la nature et du rythme de la nature est devenu une nouvelle nécessité. Et là, dans ce que vous abordez aussi, enfin, j'y réfléchissais en même temps que vous nous en parliez, ce rapport au temps, effectivement, il est capital parce que dans la recherche de gagner du temps, alors la question c'est de savoir pourquoi, mais on pourra peut-être y répondre après, mais en tout cas, dans les métiers artistiques et même les activités artistiques, il y a il y a cela qui est de se concentrer sur ce qu'on fait. Et Mm, finalement, on est en concentration sur nos sens, donc quel que soit les sens mobilisés pour accomplir la tâche qu'on est en train de faire, que ce soit de jouer de la musique ou peindre, et on voit le temps passer parce qu'on est ancré dans l'instant, plutôt que mm, d'être, je mettrais en fait en opposition par exemple le multitasking, enfin pour employer le mot anglais, mais que mhm. on fait tous et on a l'impression de subir nos journées. Alors je pense qu'un Oui, artisan luthier par exemple, ben, il voit les journées passer. En tout cas, c'est plus qu'un citadin qui court avec son ordinateur et téléphone portable. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et quand on regarde, en fait, c'est la notion du geste. Euh, on retrouve, euh, on retrouve le geste. Et le geste, il est scandé par rapport à la nécessité de l'objet, de l'œuvre qu'on est en train de créer. Et donc, respect. Ça veut dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont cette démarche dont on parlait tout à l'heure, précisément parce qu'ils ont le sentiment de retrouver la paix. Et la paix, elle vient justement de cette concentration. C'est-à-dire qu'on n'a pas les pensées qui partent dans tous les sens, on est, comme vous le disiez très bien, concentré sur le geste, et de ce fait, on retrouve la notion du temps. Voilà, et ce temps, il est directement lié à la nature. C'est assez, c'est lié aussi à la ça me fait penser aux philosophies orientales, au bouddhisme, enfin bref, à toutes ces philosophies qui réinvitent l'humain à vivre dans le présent, en fait. Très intéressant. Même avant le bouddhisme, d'ailleurs, il y avait en Inde toute cette philosophie, même avant le bouddhisme, l'Ananda, c'était vraiment le message, c'était celui-ci, c'est-à-dire essayons de nous concentrer sur le présent. Mm. Bien sûr, et je pense que la frustration que l'on peut plus ou moins partager, c'est celle de parfois ou à certains moments de sa vie de subir sa vie. Et si on gratte un peu, on se rend compte que on a l'impression de ne pas avoir le temps, que le Mhm. temps nous échappe et qu'effectivement il y a ce côté incontrôlé et de n'être que une pierre ballottée au gré des flots, mais de n'avoir aucun contrôle sur ce qui se passe. Tout à fait. Et tout d'un coup, je pense à l'une des photographes avec laquelle je travaille, elle s'appelle Carole Reboul, elle vit au pied des Cévennes, et Pas mal. elle passe des nuits entières dans la forêt. Je dis bien des nuits entières.
et elle prend des photos des ciels étoilés. Donc, son engagement à elle, c'est le c'est la pureté du ciel parce que vous savez que maintenant avec toutes les lumières, on a une vraie pollution, urbaine et donc on est obligé d'aller en montagne pour retrouver, la pureté du ciel. Et alors pour illustrer ce qu'on vient de dire, je pensais à son finalement à sa création parce qu'elle fait des photos en pose des ciels étoilés et en fait elle, propose une photo, heu, qui reproduit l'entièreté de la voûte céleste avec l'étoile du berger au milieu. Et donc vous avez un mouvement incroyablement, complet, vous voyez, du mouvement des étoiles sur une nuit entière. Et pour réaliser cette photo, elle est allée jusqu'à superposer 100 photos Ah oui, c'est un travail de de fourmi, ouais. moments, vous voyez, photographiés, dans la nuit. Donc je rappelle que nous sommes dans la forêt, Tout seul avec son appareil. c'est ça? Et voilà, on est vraiment dans l'univers à la Van Gogh d'ailleurs, hein, on est vraiment très proche de l'univers Van Gogh. Mais, c'est extraordinaire parce que ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Voilà, voilà le témoignage d'une création Où elle prend le qui temps de... qui prend la mesure du temps. Ouais. Hmm. Je voulais revenir là sur ce que vous disiez aussi sur nos artisans français et l'artisanat en général, que des savoirs et des métiers disparaissaient. Alors, pour compléter votre propos, et je suis bien d'accord avec vous, ce qui est navrant en fait, c'est un peu comme les espèces en voie de disparition. Mhm. C'est la disparition d'une espèce ou d'un métier dans l'indifférence parce que finalement on n'est même pas au courant de l'existence de cette espèce ou ce métier ou en tout cas la précarité de son existence. Donc je vous suis totalement là-dessus, mais je voulais revenir sur l'idée, enfin la question de quel avenir pour l'artisanat français selon vous? Quelles sont les spécialités qui recrutent? Pourquoi? Si vous pouviez peut-être nous faire un petit état des lieux là-dessus. Je ne sais pas si je suis suffisamment habilitée à cela, de faire un état des lieux global. Disons que en fait, ce que je constate et parce qu'il faut quand même terminer sur une note vraiment optimiste, c'est le cas. Moi, je vois une multiplicité de talents incroyables et je trouve absolument dommage que les restent dans l'ombre. Y compris parmi, justement les nouvelles générations. Je vois par exemple dans le cuir, alors que, on n'imagine pas si vous voulez, parce que quand on parle du cuir, de la maroquinerie, on pense tout de suite au Portugal, à l'Italie, notamment. Mais en fait, on a des vrais savoir-faire. La soie, qui va dans la continuité de la soierie des Canuts à Lyon, vous voyez. On a vraiment des artisans qui travaillent la soie de façon vraiment renouvelée, très contemporaine. Donc je trouve ça également très très intéressant. La bijouterie, je vois aussi passer des très grands talents, très innovants, et bon, avec une préférence pour ceux qui s'inspirent, excusez-moi, ceux qui s'inspirent de la nature. Je crois un petit peu dans tous les domaines. La céramique, c'est un domaine extraordinaire d'exploration. Je sens, si vous voulez, que c'est un domaine qui attire beaucoup, beaucoup la jeunesse. Et je trouve qu'il y a énormément de vrais, vrais talents, très différents les uns des autres, donc passionnants. Franchement, c'est un terrain d'exploration extraordinaire. La porcelaine, enfin, quand on parle de céramique, je pensais à la porcelaine, à travers la calligraphie, à travers le travail des formes. C'est vraiment un foisonnement incroyable. Je pense également aux arts de la table. Je trouve qu'il y a un dynamisme incroyable dans les arts de la table. Alors, on aime bien justement faire des références à Valoris, justement à cette période de foisonnement de créativité à Valoris. Mais aujourd'hui, on voit vraiment des talents qui s'expriment avec beaucoup d'originalité,
Donc voilà, que ça soit dans les verres, les couverts, les porcelaines, des assiettes, voyez? On a vraiment, beaucoup de créativité. La question que je me posais là à vous écouter, c'est qu'effectivement les talents sont là, les métiers sont là, et je suppose que les personnes qui se renseignent ont connaissance de ces métiers. Mais est-ce que vous pensez que c'est aux artisans, aux artistes de se valoriser? Est-ce que c'est pas une responsabilité en fin de compte, donc sans prétention évidemment, hein, mais que ce serait à eux que reviendrait la responsabilité de se mettre en avant et justement de parler de leur Pas du tout, métier. pas du tout. Alors, tout à l'heure, je vous disais, j'aime bien travailler sur le sans frontière entre les artisans et les artistes parce que cette frontière, elle est extrêmement ténue, elle a plus vraiment de sens. Et justement, c'est pour cela que je vous disais au préalable que j'avais, envie de créer un format un peu nouveau dans le commerce, qui serait un petit peu comme une invitation à toute petite échelle à aller contre la standardisation. Et en fait, au lieu de représenter des vêtements jetables au bout de quelques mois parce que la qualité est vraiment médiocre, ou bien des bijoux, voyez, qui tiennent pas dans la durée, eh bien, si on pouvait euh, en tirer un peu la philosophie, de se dire, ben, consommons un petit peu moins mais mieux, et essayons de présenter dans le commerce des artisans et des artistes plutôt que des produits de grande consommation. Vous voyez, c'est ça le message. C'est de dire, évidemment à modeste mesure, mais non, ce n'est pas la vocation des artisans et des artistes de se représenter eux-mêmes. Ils sont dans la création. On ne peut pas. D'abord, c'est très difficile de se représenter commercialement soi-même déjà. Et donc, on a besoin de médiateurs pour cela. Et c'est à ça que devrait servir le commerce de demain. Voilà, c'est-à-dire des intermédiaires comme moi, et voilà, pour essayer de redonner un petit peu du sens au commerce à travers l'humain, en présentant peut-être plus directement les artisans et les artistes, en les invitant, mais voilà, plutôt que ces multiples chaînes qui se ressemblent toutes et qui n'ont plus rien à apporter. Et finalement que les gens commencent un petit peu à délaisser. Et je le vois très clairement dans certaines activités actuellement qui sont vraiment délaissées. Donc apportons un peu de renouveau en nous intéressant à notre environnement immédiat, aux hommes qui sont derrière, et essayons de les présenter. Voyez, vous avez eu, je sais pas, peut-être 50 ans de franchise. Voyez le système de la franchise. Eh bien, pourquoi les commerçants aujourd'hui ne s'intéresseraient pas à justement cette représentation de talent. Dans ce que vous décrivez, et je refais un lien avec l'art de vivre, est-ce Oui, que l'art de vivre, ce serait pas aussi de faire vivre l'art, et là, tel que vous le décrivez, pour les commerçants, de mettre en lumière justement tous ces différents arts? oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sans se prendre au sérieux, mais c'est de mettre en lumière la culture française, enfin française et étrangère d'ailleurs, hein, c'est pas voilà, mais d'introduire un peu plus de sens et de valeur dans la consommation en fait. Et donc, je pense que le concept de l'art de vivre à la française résume très très bien ce projet. Comme je vous le disais au départ, c'est une petite boutade, vous voyez, c'est une petite provocation gentille. Pas subir les choses et les événements parce qu'on vit une période qui n'est pas facile, et essayons de voir le côté positif des choses. Voilà, c'est-à-dire de penser à la qualité de vie, d'essayer de préserver nos savoir-faire, et de valoriser les circuits courts autour de nous, du mieux que l'on peut dans tous les domaines, que ce soit dans la gastronomie, il y a plein de choses à faire, voyez? Est-ce que cette standardisation que vous décriviez quels que soient les types de produits, hein, et même de services,
nous a fait perdre la valeur des choses. Parce qu'à partir du moment où un produit, un service est unique, quelque part sa valeur peut être unique. Et c'est vrai que par exemple pour un vase, les gens vont être prêts à payer, alors peu importe le prix, un X euros, mais peut-être que quand c'est fait, créé par un artisan, ça va être beaucoup plus et à juste titre. Mais le consommateur va peut-être être moins enclin à justement s'orienter vers ce type de produit et qu'il faudrait réapprendre en fait la valeur des choses. Oui, c'est-à-dire que justement, on essaie de jouer, sur, en fait, la conjugaison de l'utilitaire et de l'esthétique, à travers des objets qui, sont galvaudés, tels que le vase, parce que vous trouvez des vases à 2 euros. Enfin, vous voyez, de redonner effectivement du sens à l'objet, lui redonner en fait sa noblesse. Il le mérite parce qu'on on a abusé, des matières premières, on a abusé de tout. Et sur la noblesse de l'objet, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un objet unique, ou en tout cas à tirage limité, a pris le temps d'être créé, de prendre forme. Il a une vraie histoire en fin de compte. C'est ça. À l'inverse d'un produit standardisé, alors bon là j'ai absolument aucune notion, mais peut-être qu'un vase à 2 euros, en une demi-heure, il peut être fait. Oui, Alors que oui. le vase, voilà, qui va être d'abord pensé, ensuite créé, peut-être amélioré Mmh. par son créateur, ça va prendre des heures, des jours, peut-être des mois. Et c'est aussi ça, en tant que consommateur final, qu'on peut acheter. C'est cette histoire, en fait, derrière l'objet. D'ailleurs, je me rends compte, après l'ouverture, que les gens sont extrêmement sensibles à cela. C'est pas juste, acheter, passer, à la caisse et partir et tout ça bouclé en 2 minutes 30. C'est, vraiment s'intéresser à l'histoire, de l'objet, de son créateur, de la façon dont il a été fait. C'est pour ça aussi qu'ils passent du temps dans la boutique. C'est que voilà, ils prennent le temps de s'intéresser aux choses et de réapprendre, à s'intéresser, à l'histoire des objets. Oui, et même en tant que démarche de consommateur, je pense qu'on conscientise peut-être plus l'acte d'achat, au sens où si vous avez un peu l'achat d'impulsion, vous voyez le fameux, il y en a beaucoup, une fois arrivé à la maison, vous dites, bon, ben, cette robe ou là, ce jean, je ne sais pas si j'en avais vraiment besoin. Alors Mmh. qu'un objet, vous allez prendre le temps de connaître l'histoire de son créateur, l'histoire de sa propre création, vous avez pu mûrir, on va dire, ce choix et l'achat, quoi. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à regarder comment les gens réagissent. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander? J'aime bien finalement cette idée qu'on a évoquée tout à l'heure de la lenteur, qui est développée comme une sorte de fable, par Milan Kundera. Donc je pense que C'est ça votre définit choix. bien. Oui, 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 prendre le temps. Et alors, sur ce thème, ou peut-être un autre, j'aime bien demander une citation que vous auriez envie de partager à nos auditrices et auditeurs. Alors si s'il y avait une citation à retenir, que j'ai fait un petit peu mienne pour mon projet, ce serait justement celle de Vincent van Gogh qui disait: «Cultivez votre amour de la nature, car c'est la seule façon de mieux comprendre l'art». Merci beaucoup, Véronique. Mais avec grand plaisir. Je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez parler d'une actualité vous concernant ou toute autre chose. C'est encore plus votre moment. Bon, mais écoutez, tout simplement, j'invite, les auditeurs à venir nous rendre visite à Uzès et à découvrir un lieu qui, ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir.
pouvez aussi découvrir notre univers sur le site véroniquenoquet.com qui donne une petite idée de ce que l'on présente. Ça permet de se faire une idée, mais surtout à vous déplacer parce que c'est un lieu un petit peu magique. Voilà, Oui, c'est une expérience à vivre comme vous l'avez décrit. c'est ça, c'est ça. Rien ne vaut cette expérience. Merci beaucoup, Véronique. Et À quant à bientôt. vous, merci. Et quant à vous, chers découvreurs, à très bientôt.